Alors, l'école, à quoi ça sert au fond? C'est une question qu'on s'est tous posée un jour, n'est-ce pas? Et c'est justement au cœur du programme de HLP en terminale. Ensemble, on va voir ce que les grands philosophes ont à nous dire sur l'éducation idéale. Parce que soyons honnêtes, que l'on soit en terminale ou pas, ça nous concerne tous. Bon, alors, pour y voir plus clair, voici le plan de match. On va commencer par poser la question, tout simplement. Ensuite, on se demandera pourquoi éduquer, pourquoi faire. Après, on s'autorisera à rêver un peu avec l'éducation idéale, avant de revenir sur Terre pour voir comment cet idéal se confronte au réel. Voilà, première étape, la question de l'éducation. Parce que c'est bien beau de vouloir l'école idéale, mais si on ne sait même pas de quoi on parle, on ne va pas aller loin. Posons d'abord les bases. Et tout commence avec des questions qu'on dirait sorties de la bouche d'un enfant, mais qui sont en fait hyper profondes. Pourquoi l'école? Pourquoi on a des cours? C'est quoi le but d'apprendre, finalement? C'est vraiment de là que tout part. Et là, tout de suite, la philo nous met un peu les points sur les i. Elle nous dit, attention, ne mélangeons pas tout. On utilise souvent les mots éducation et enseignement comme s'ils étaient pareils. Mais en fait, pas du tout. L'enseignement, c'est simple, c'est transmettre des connaissances. Le but, avoir une tête bien pleine. Mais l'éducation, ah, ça c'est autre chose. C'est beaucoup plus large. C'est former une personne en son ensemble pour qu'elle ait, comme le disait si bien Montaigne, une tête bien faite. Ok, donc on a d'un côté l'enseignement, de l'autre l'éducation. La différence est claire. Mais du coup, ça amène une question encore plus grande. Si on éduque, si on va au-delà de la simple transmission de savoir, c'est pourquoi faire? C'est quoi le but ultime? Pour trouver des réponses, on va faire un petit tour au XVIIIe siècle, en plein siècle des Lumières. Et là, on va voir que deux grandes idées, deux réponses vraiment fondamentales vont apparaître. Et honnêtement, elles sont encore à la base de notre vision de l'école aujourd'hui. Première grande idée, celle de Condorcet. Pour lui, la réponse est super claire. L'instruction, c'est l'outil numéro 1 de la liberté. Le but, c'est de faire de nous des citoyens éclairés, des gens qui connaissent leurs droits et qui savent les défendre. C'est ce qui nous permet de ne pas tomber dans le panneau des préjugés, de la manipulation. Bref, l'école, pour Condorcet, c'est l'arme ultime contre l'ignorance, celle qui nous rend esclaves. Et puis, il y a l'autre grande réponse, celle d'Emmanuel Kant. Lui, il voit les choses sous un angle plus moral. Son point de départ est juste fascinant. Il nous dit qu'au fond de nous, on a tous un potentiel pour le bien, des dispositions au bien. Mais attention, ce n'est pas un don du ciel, ça ne pousse pas tout seul. C'est une graine qu'il faut absolument cultiver. Et c'est ça qui est vraiment puissant chez Kant. L'éducation, ce n'est pas juste un truc pour s'adapter au monde tel qu'il est, avec tous ses défauts, pas du tout. Pour lui, le véritable objectif, c'est de développer notre sens moral pour qu'on puisse, nous, construire un monde meilleur. En gros, on n'éduque pas les enfants pour le monde aujourd'hui, on les éduque pour un monde futur, meilleur. On éduque pour l'avenir de l'humanité. Donc, si on résume, on a le pourquoi, soit pour être des citoyens libres, comme le dit Condorcet, soit pour devenir moralement meilleurs, comme le pense Kant. Deux objectifs immenses. La question qui vient juste après, c'est d'accord, mais comment on fait? Concrètement, ça se passe comment en classe pour y arriver? Eh bien, c'est là que ça devient passionnant, parce que trois philosophes vont nous donner des pistes. Pas juste des petites idées, de vrais principes fondateurs, des visions presque révolutionnaires de ce que pourrait être la pédagogie parfaite. Et on peut voir ça comme un chemin en trois grandes étapes. Chaque étape est portée par un penseur. D'abord, on va mettre l'élève au centre. Ensuite, on va rendre tout ça beaucoup plus pratique et concret. Et enfin, on va s'assurer que tout le monde y ait accès. Alors, première étape, Montaigne. Lui, il arrive et il change complètement la donne. Il nous dit arrêtez de vous focaliser sur le prof et sur le savoir qu'il déverse. Le plus important, c'est l'élève, c'est son esprit, c'est comment il reçoit les choses. Et pour résumer sa pensée, il a cette formule, une formule géniale que tout le monde connaît, même sans savoir qu'elle est de lui. Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Tout est dit non. Le but, ce n'est pas de bourrer le crâne de connaissances, c'est d'apprendre à penser, à juger par soi-même, de se forger un esprit critique. Du coup, ça change tout pour le rôle du prof. Fini le cours magistral où on verse le savoir dans la tête des élèves comme dans un entonnoir. Non, pour Montaigne, le prof doit être une sorte de coach, un guide. Il doit pratiquer ce que Socrate appelait la maïotique, c'est-à-dire l'art d'accoucher les esprits. Par le dialogue, par les questions, il aide l'élève à faire sortir le savoir qui est déjà, en quelque sorte, en lui. Deuxième étape, on avance avec Jean-Jacques Rousseau. Il reprend cette idée de l'élève au centre, mais il va encore plus loin. Pour Rousseau, les livres, les discours, c'est bien gentil, mais le vrai apprentissage, il se fait au contact du réel, par l'expérience directe. Il a écrit tout un livre là-dessus, Émile, où il imagine cette éducation parfaite. C'est simple, au lieu d'apprendre la géographie sur une carte, Émile apprend en regardant le soleil se coucher pour trouver où est l'ouest.
L'idée géniale de Rousseau, c'est que l'élève doit en quelque sorte inventer la science lui-même. Il est face à un problème concret et il doit trouver la solution. C'est l'apprentissage par la découverte, par l'action. Et on arrive à la troisième et dernière étape de notre idéal, avec le retour de Condorcet. Parce que c'est bien beau d'imaginer une pédagogie centrée sur l'élève et basée sur l'expérience. Mais si c'est juste pour quelques privilégiés, ça ne sert pas à grand-chose. Condorcet, lui, ajoute la dimension essentielle, l'universalité. Pour lui, c'est un devoir absolu de la société d'offrir cette instruction à tout le monde, sans exception, y compris les femmes, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. C'est la base, la pierre angulaire d'une démocratie qui fonctionne. Parce que la liberté, si on n'a pas les connaissances pour s'en servir, ça reste un mot vide. Bon, on a maintenant un portrait assez clair de l'éducation idéale, centré sur l'élève, pratique, universelle. Ça fait rêver. Mais, et c'est un grand mais, on arrive maintenant à la confrontation avec le monde réel. Et c'est là que les choses se compliquent. Et ce tableau, il met le doigt pile là où ça fait mal. D'un côté, on a l'idéal, en apprentissage presque sur mesure, où l'élève est actif, il découvre. Et de l'autre, on a la réalité de l'école. Une machine énorme, standardisée, avec des programmes à respecter pour des classes de 30 élèves. L'un vise l'épanouissement personnel, l'autre, l'aptitude à vivre en société. Alors la grande question, c'est comment on fait pour faire cohabiter les deux ? Ce qui nous amène à notre question de départ, mais posée avec un nouvel éclairage. L'éducation idéale, est-ce que c'est juste une utopie, un beau rêve, complètement déconnecté de la réalité, ou alors est-ce que sa valeur n'est pas justement là, dans le fait qu'elle est un idéal, un horizon qu'on n'atteint jamais, mais qui nous oblige à avancer, une sorte d'étoile du berger pour l'éducation, une utopie nécessaire qui nous pousse constamment à essayer de faire mieux. C'est une question qui reste totalement ouverte et c'est tout l'intérêt de la philosophie.